Il est 18h passé de 15 minutes à Niamey, fidèles auditeurs et téléspectateurs des médias partenaires du studio Kalangou. Bonsoir et bienvenue au forum de la presse de ce soir, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Tout d'abord, nous parlerons ce soir de la visite au Niger effectuée par le chancelier allemand Olaf Scholz du 22 au 23 mai 2022. Ensuite, nous aborderons le sujet sur la fin prochaine de la contractualisation dans le secteur éducatif au Niger, annoncé par le ministère en charge de l'Éducation nationale. Nous terminerons ce forum de la presse avec du cinéma, notamment cette rencontre d'échange entre cinéastes du Nigeria et du Niger. C'était en marge de la foire des industries culturelles du Niger qui s'est tenue du 17 au 22 mai dernier à Niamey. Pour analyser ces informations, j'ai le plaisir de recevoir mes confrères El Hadji Mohamedou Souleymane du journal en ligne Niger Inter, Maïmoune Diado, journaliste indépendante, et Hussein Issa, journaliste indépendant également. À la modération de ce forum de la presse, je suis Michel Deji. Nous débutons le forum de la presse de ce soir par la visite du travail du chancelier allemand Olaf Scholz au Niger dans le cadre d'une tournée africaine respectivement au Sénégal, au Niger et en Afrique du Sud. Le chancelier allemand est arrivé à Niamey dimanche soir. Il s'agit de sa première visite en Afrique et au Niger en sa qualité de chancelier de la République fédérale d'Allemagne. El Hadji Mohamedou Souleymane, quels sont les objectifs visés à travers cette visite en Afrique et au Niger du nouveau chancelier allemand Olaf? Je crois qu'ils ont échangé autour de la question de sécurité, l'éducation, l'agriculture, disons un certain nombre de préoccupations. Et dans le point de presse conjoint qu'ils ont animé, on a entendu le président Bazoum demander un peu parce que je crois l'Allemagne investit dans le domaine de l'éducation et la formation technique et professionnelle. Donc il a clairement demandé à ce que donc l'Allemagne augmente son aide absolument dans ce sens et en rapport avec son projet d'éducation des jeunes filles et justement la formation technique et professionnelle parce que pour le président Bazoum, l'école continue à nous tirer vers le bas parce qu'on n'a pas une éducation de qualité, un système éducatif performant. Justement, cela nous retarde. Donc, par conséquent, il a demandé l'appui consistant de l'Allemagne et aussi sur le plan sécuritaire. Le chancelier à Tilia parce que je crois là-bas il y a aussi ils interviennent. Ils ont demandé absolument les forces spéciales. Ils ont même, je crois, reporté le truc jusqu'en 2023. Oui, parce que ces forces spéciales devaient être au Niger jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire le mois de décembre 2022. Mais il a été souhaité par les deux parties qu'il y ait une prolongation par rapport au temps. Oui, donc c'est accordé, je crois, jusqu'en 2023. Et quand on voit le contexte sécuritaire, effectivement, dans notre pays, particulièrement dans la région de Tillabéri, ces dernières semaines, la situation s'est détériorée dans la zone des 3 frontières. En tout cas, c'est préoccupant. Je pense qu'on ne peut s'attendre à ce que, véritablement, une aide accrue de l'Allemagne. Et je pense aussi le contexte de redéploiement des forces européennes, donc Takuba, a certainement constitué un cadre d'échange intéressant pour préciser donc ces accords, en tout cas l'intervention de ces pays, notamment l'Allemagne. Donc je pense que c'est comme une très bonne chose pour notre pays de voir effectivement, comme l'Allemagne c'est un pays, je pense, une grande puissance qui compte européenne. absolument, et le niveau
donc de visiteurs, donc le chancelier allemand, en tout cas en Afrique et particulièrement chez nous, on pense que ça pourra vraiment faire booster la coopération nigéro-allemande, comme l'a dit le président Bazoum, qui date de 60 ans. Donc par conséquent, comme on dit en diplomatie, aller sur le terrain permet véritablement de créer plus utilement les contacts, et ça permet vraiment de mesurer la température, en tout cas de voir concrètement les choses. Je pense que le fait de venir au Niger, ça pourrait permettre en tout cas d'asseoir une coopération gagnant-gagnant, mais particulièrement au vu du contexte particulier de notre pays, ça a certainement permis en tout cas au président, aux autorités donc, en place, de bien donc certainement fait un plaidoyer pour qu'on puisse véritablement avoir beaucoup donc l'appui conséquent donc du partenaire allemand. Merci beaucoup. Il faut rappeler justement que le chancelier allemand a visité dans la matinée du lundi la mission allemande de formation des forces spéciales Gazelle, stationnée à Tilia dans la région de Tawa. Une mission qui prend fin normalement en décembre, mais dont la prolongation a été souhaitée par les deux parties pour en tirer le maximum de profit, selon les mots du président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Maïmouna Diado, quelle est la contribution de cette mission allemande dans le domaine sécuritaire au Niger? Je pense qu'en fait, l'Allemagne a plus à donner, en tout cas pour le Niger, parce que nous savons que c'est une grande puissance, et nous savons également qu'en termes de sécurité, l'Allemagne vient en appui au Niger pour investir dans ce qu'on appelle le secteur donc, de la sécurité en armement et tout, et également en ressources humaines. Ça veut dire quoi? Et former également nos militaires, nos forces de défense et de sécurité. Donc ça veut dire que c'est vraiment une coopération gagnant-gagnant. C'est une coopération, cette coopération, elle date de très longtemps, et c'est également pour renforcer cette belle coopération entre le Niger et l'Allemagne que le chancelier s'est rendu ici au Niger, et particulièrement à Tilia pour découvrir ce que les forces sont en train de faire sur le terrain. Et je pense que le fait de rallonger jusqu'en 2023, ça veut dire que c'est vraiment la réalité est là. Nous avons besoin de ces forces, nous avons besoin en tout cas de ces forces allemandes pour pouvoir encore davantage soutenir les forces de défense et de sécurité en appui, comme je viens de le dire, en armement et tout, et également en ressources humaines, les apprendre certaines techniques dont nous, peut-être, les forces de défense ici n'ont pas cet avantage. Il faut dire justement qu'il y a des formations qui sont assurées par cette mission qui est sur place. Si je comprends bien, c'est surtout la formation. Bien sûr. L'Allemagne met un accent véritablement sur la formation des forces de défense et de sécurité. Et déjà, c'est très... Pour le chef de l'État, c'est un modèle d'ailleurs de coopération. De coopération. Et il avait exprimé sa fierté par rapport à ça. Voilà. Et j'aimerais également... dire que en fait, en plus de la sécurité, il va investir dans l'agriculture. Ça permettra également de mécaniser notre agriculture. Aujourd'hui, l'Allemagne a les moyens en tout cas de former les Nigériens qui sont dans ce secteur, d'amener un appui en tout cas pour le peuple nigérien, pour ce qui est donc de la mécanisation de notre agriculture. Parce que sans agriculture, en tout cas, nous ne pourrons pas atteindre l'autosuffisance alimentaire souhaitée. Et le président de la République a parlé de la démographie incontrôlable ici au Niger. Et tout ceci rentre dans le cadre, bien sûr, de cette situation d'agriculture. Donc là, il y a également l'appui en éducation, l'appui dans le secteur éducatif, où le président a souhaité que l'Allemagne vienne en appui, surtout au niveau de la construction des internats pour les jeunes filles, pour que ces jeunes filles puissent être retenues à l'école et être vraiment, ne pas être
dans cette position de mariage précoce. Donc, je pense que vraiment, c'est les trois secteurs, en tout cas les trois secteurs qui ont été un peu discutés par rapport, donc, lors du point de presse, ce sont des secteurs, en tout cas, qui ont plus d'intérêt aux yeux donc, du président de la République et des Nigériens aussi. Merci beaucoup. Selon le président nigérien Mohamed Bazoum, cette visite témoigne de la reconnaissance du gouvernement allemand des efforts qui sont entrepris par le Niger, notamment dans le domaine de la démocratie, la sécurité, etc. Le Niger bénéficie également d'autres appuis de l'Allemagne dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, a précisé Mohamed Bazoum. Ousseinissa, quelle analyse par rapport à cette coopération entre le Niger et la République fédérale d'Allemagne? L'information que les gens ont ici, c'est autour un peu de la conférence de presse qui a été animée. C'est-à-dire que chacun a parlé. Voilà, on sait que l'Allemagne intervient dans le secteur de l'agriculture, du développement, de l'éducation, mais on ne sait pas jusqu'à quelle hauteur. Il n'y a pas eu de chiffres, absolument rien du tout. De l'autre côté, quand selon le président, il y a deux pôles importants, prioritaires, la sécurité et alors, le second pôle, selon lui, c'est monde sans fin, donc l'agriculture. Voilà. Mais il y a d'autres aspects. Il aurait fallu faire un point. En tout cas, à travers, s'il y a eu séance de travail entre les deux délégations, pour qu'on fasse le point sur cette coopération-là. Sinon, l'Allemagne fait partie quand même des pays qui ont commencé à coopérer avec le Niger depuis pratiquement 1961, n'est-ce pas? Et à l'époque, on n'avait même pas de visa entre l'Allemagne et le Niger. Le Nigérien pouvait aller en Allemagne sans visa, n'est-ce pas? C'est après que les choses, la donne a changé et tout. L'Allemagne, je veux dire l'Allemagne fédérale, hein. Je ne parle pas de l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne, comme on avait dit. Mais aujourd'hui, quand il est arrivé, moi, j'ai eu le sentiment qu'après juste la conférence de presse, les délégations allaient se retrouver et qu'un communiqué allait sanctionner, un communiqué final allait sanctionner. Mais on a comme l'impression qu'il est de passage parce que quand je suis vu au Sénégal, il était question d'un certain nombre de choses, notamment, et ça a donné, et puis... La guerre en Ukraine, un peu, avec le problème du gaz, l'approvisionnement en gaz. Tout ça, ça a été abordé au Sénégal. Sénégal. On se pose la question aussi, c'est pas venir prospecter, voir si ici aussi il est possible, avec l'exploitation du pétrole et tout et tout. Bon. Même au Sénégal et en Afrique du Sud, en tout cas au niveau international, c'est le débat, hein. Il a beaucoup plus abordé la question de l'énergie. Il a même visité au Sénégal des infrastructures énergétiques. Alors, c'est pour dire que, bon, moi j'ai dit, il était dans la zone, il fallait qu'il fasse un détour pour voir ces troupes qui sont à Tilia, pour voir un peu les conditions, parce que c'est réconforter un peu, remonter le moral. Mais sinon, véritablement, pour un chancelier qui vient, en tout cas, parce que vous savez, ce n'est pas le... Mais on devait au moins faire une réunion entre la délégation nigérienne pour y préciser les points. Parce que tout ce qui a été dit dans le vent. Nous avons voulu qu'il nous appuie, nous avons demandé à ce qu'on nous appuie dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle. Mais c'est des choses qui doivent être normalement donner lieu à quand même des décisions fortes ou des annonces fortes. Mais la seule chose qu'on a entendue... Il y a la question, par exemple, de la prolongation des forces. Oui, mais c'est la seule chose où il a dit, c'est un machin, déjà le Parlement allemand est déjà là-dessus et qu'ils sont d'avis que ça soit prolongé. Mais moi, je veux dire, quand même, quand on sait que l'Allemagne, quand même, c'est un des pays en Europe où l'économie, en tout cas, qui possède l'une des plus grandes économies stables en Europe aujourd'hui, moi, je me suis dit... Je m'attendais à autre chose plus que des simples discours. Et je m'attendais qu'après la conférence de presse, que les deux délégations se rencontrent et que ce soit sanctionné par un communiqué final. Ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de communiqué final. Il n'y a pas eu de communiqué final. Il n'y a pas eu de signature de convention. Absolument rien du tout. C'est juste des échanges. Les gens, chacun a dit ses attentes par rapport déjà à la coopération existante. Voilà ce que nous voulons. De l'autre côté, voilà ce que nous voulons ou ce que nous faisons aussi. Mais il n'y a rien qui puisse permettre d'apprécier aujourd'hui c'est quoi en termes de statistiques, en termes de chiffres, en termes de perspectives même, cette coopération-là. Merci. El Hadji Mohamedou Souleymane, en termes de perspective, justement, le président a demandé
au chancelier allemand de renforcer, par exemple, l'aide allemande dans le domaine de l'éducation. Est-il favorable à cette demande? Oui, il s'est prononcé lui-même dans la conférence de presse conjointe. Il a parlé justement de ce qu'il va bâtir sur ce qui a été fait et il va chercher donc à améliorer. Contrairement à moi, je pense que ce que disait Ousseini, en fait, chaque pays a sa spécificité. Venir ici au Niger, parler des questions de sécurité, d'éducation, d'agriculture, je ne pense pas que c'est vraiment insignifiant. C'est bon, ça l'essentiel. Je pense que quand on vient, en tout cas, tout dépend de comment vous mettez en avant votre priorité. Et en ce moment-là, la sécurité fait vraiment la priorité des priorités. Et qu'ils partent à Tilia, je pense que ça nous rassure véritablement que s'ils partent à Tilia, voir donc, les forces spéciales, en tout cas, c'est tout simplement pour aussi l'intérêt de notre pays, parce qu'ils sont là pour appuyer notre armée, en tout cas, à faire face au terrorisme. Maintenant, sur la question de l'éducation, le président a dit clairement voilà comment il entend que cette aide soit et il a donc réitéré cet aspect. N'oublions pas quand même la relation entre l'Allemagne et le Niger, quand même au plus haut niveau, même durant le mandat du président Issou, quand même, il y a eu des contacts très très de haut niveau avec l'ancienne chancelière allemande. Absolument, qui est venu ici au Niger. Donc il est question de continuité. Ce qui a été fait, donc ça a été rappelé. Donc on pense que véritablement ce n'est juste tout simplement, il est venu dans la droite ligne, en tout cas dans la continuité, parce que comme c'est je crois l'an dernier que l'autre était venu, la chancelière, elle était là. Donc par conséquent, je pense que il faut se réjouir. Justement, moi je considère que ça dépend de la capacité des autorités à négocier, à convaincre les partenaires. Et je pense que ce qu'on a suivi, en tout cas, tout dépend du programme. Je pense que le format tel qu'il était, en tout cas, en tout cas au niveau de la... Ça veut dire qu'il y a de l'espoir, si on vous comprend bien, absolument. Que cet appui soit renforcé. J'ai l'impression que quand j'écoute Issa, c'est comme si, en fait, au Sénégal, il a... vous voyez quoi? Non, je peux parler de l'énergie au Sénégal, parce que le Sénégal n'est pas aussi victime d'un système de sécurité comme la nôtre. Donc, si nous, on met l'accent sur la sécurité, on comprend justement pourquoi. Merci beaucoup. Le président de la République avait d'ailleurs rappelé que ces différents points abordés figurent dans le programme de la Renaissance Acte 3, programme sur la base duquel il avait été élu. Maïmoun Gado, est-ce qu'on peut dire que cette visite a réellement des retombées pour le Niger? Cette visite a des retombées pour le Niger, parce qu'il faut rappeler que c'est une continuité. L'Allemagne a toujours accompagné le Niger. Donc, c'est une continuité. Et je me dis que, en fait, la venue au Niger du chancelier, c'est vraiment une première prise de contact. Oui, c'est vrai, il avait pris fonction en décembre 2021. Voilà, c'est une première prise de contact. C'est pour voir jusqu'à quel niveau les besoins des Nigériens. Les besoins des Nigériens. Et les besoins des Nigériens, il l'a fait savoir, le président l'a fait savoir. Les trois, s'il y a la possibilité aujourd'hui d'investir dans les trois points abordés, ça serait très bien. Donc je pense que peut-être après, il y aura des délégations, il y aura certainement une délégation qui fera la suite de ce que lui, il est venu faire. Il est venu pour prendre le pôle au niveau donc du Niger. Il s'est rendu compte que voilà les intérêts aujourd'hui, voilà ce que les Nigériens attendent de l'Allemagne et voilà ce que l'Allemagne compte faire pour le pays. Donc nous allons attendre. Ce que nous espérons, c'est qu'il y ait la bonne continuité entre les deux pays et qu'ils puissent avoir les retombées après. Donc c'est ça les Nigériens attendent. Et les retombées, on veut les voir pas dans
qu'est-ce que je pourrais dire, à long terme, oui, à moyen et truc, mais oui, à long terme. Dans tous les cas, l'Allemagne fait partie des grandes puissances et selon le chef de l'État, l'Allemagne fait partie au niveau bilatéral des pays qui peuvent faire grandes choses. Est-ce qu'il faut espérer on aura à gagner dans cette coopération? On est à gagner justement Hussein Issa. La coopération allemande. Je suis en train de vous dire dès le départ tout à l'heure qu'on n'avait même pas de visa avec l'Allemagne. À l'époque, c'est une période que je connais très bien. L'Allemagne, bien évidemment, c'est une coopération discrète à travers GIZ, c'était ZTZ avant. Je connais des gens, moi, il y a eu des projets avec qui j'ai collaboré. Mais ce que je vais dire, il faut bien qu'on s'entende. Je n'ai jamais dit que l'agriculture ou l'éducation ne sont pas des secteurs quand même importants. C'est des secteurs importants. C'est que, en fait, ce que je voulais dire, c'est que, bon, quelque part, dans ce genre de rencontre, ce à quoi on s'attend, c'est à des annonces, n'est-ce pas? Maintenant, c'est qu'on a suivi. Parce que moi, je ne peux pas. Il n'y a pas eu d'annonce, mais il y a eu une demande. Oui, peut-être. Il y a toujours cette coopération qui est là, à travers ZIZ, là, qui est là, qui fédère pratiquement toutes les organisations qui interviennent ici au Niger. Est-ce qu'il faut rester optimiste par rapport à cette demande du chef de l'État que l'Allemagne a pris à chaque fois que quelqu'un... éducatif. Moi, tu sais, je veux qu'on sorte de cette logique-là. Honnêtement, moi, je veux qu'on sorte de cette logique-là. Il n'y a personne qui va venir développer notre agriculture. Il n'y a personne qui va venir développer notre éducation. Il n'y a personne qui va venir développer la formation. Non, parce que les gens ont tendance à réduire, à penser une initiative Monde sans fin. Non, moi, je veux parler d'accompagnement. N'est-ce pas? D'accompagnement. Mais pas dit, ils vont venir développer. Personne n'a jamais développé quelques personnes dans ce monde-là. C'est peut-être cet accompagnement qui est demandé. Non, c'est l'accompagnement qui est demandé et l'accompagnement a des limites. N'est-ce pas? Si je dois faire le parallèle. Qu'est-ce que l'Allemagne peut faire, par exemple? Oui, mais c'est que l'Allemagne a toujours fait en termes d'accompagnement, formation professionnelle et tout. C'est des formations, c'est des choses qui sont faites, c'est l'éducation, c'est un peu dans le domaine de la santé aussi à travers ce projet-là, ce programme GIZ. La construction, oui, l'éducation et tout. Mais s'attendre à ce que quelqu'un d'autre vienne faire. Moi, je dis, il faut qu'on se départisse de ça. Il faut qu'on crée les conditions avec nos propres ressources d'abord, qu'ils soient bien gérés et injectés dans ces secteurs-là. Parce que quand, par exemple, il était comment on appelle ça, en Turquie, c'est la même chose, on a entendu la Turquie va investir. Mais comment la Turquie va venir? Peut-être que ça va investir, mais sous une autre forme, qui n'est pas forcément une forme qui va être bénéfique, tellement bénéfique pour nous. Parce que ça va être dans le cadre d'un partenariat public-privé, exploiter, produire beaucoup et puis exporter, vendre d'ailleurs. Pendant que les gens... Mais c'est ça, ce que moi j'ai toujours dit, il faut qu'on se départisse. On peut demander, on peut renforcer la coopération, dire voilà. Maintenant qu'on indique un peu les volumes pour savoir exactement où on va. N'est-ce pas? Dans ce genre de rencontres, le plus souvent, c'est ce qu'on fait. Parce qu'il y a quand même des structures, il y a l'ambassade, il y a tout qui peuvent se mettre en penser que le développement va passer de ces secteurs-là, va passer par quelqu'un. Moi, je dis, on est sur la mauvaise piste. Ça fait 60 ans qu'on est dedans. Si on doit continuer à penser que quelqu'un va venir, parce que tout simplement, on a faim, créer les conditions pour qu'on n'ait plus faim, pour qu'on produise en quantité, c'est d'abord nous qui devons donner l'exemple, en tout cas en montrant. Et maintenant, si la personne veut venir s'engouffrer, la personne s'engouffre avec ses projets. Merci Hussein Issa. Passons à présent à cette décision du gouvernement de mettre fin prochainement à la contractualisation dans le secteur éducatif au Niger. Dans une lettre en date du 13 mai adressée aux directeurs régionaux de l'éducation, le ministre de l'Éducation nationale a instruit ces derniers de suspendre le recrutement du personnel enseignant contractuel. Mettre fin à la contractualisation dans l'enseignement, c'est d'ailleurs une des revendications des syndicats du domaine. Écoutons à ce sujet la réaction du secrétaire général du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB, Issoufou Chérif, est au micro de Habib Garba. C'était le combat que nous menions qui consiste à mettre fin à la contractualisation, un système d'exploitation de l'homme par l'homme que nous avons tout le temps décrié parce que ce n'est pas des cadres performants qui vont manquer mais plutôt des cadres très mal exploités qui en tiennent compte de leur rémunération
et leur traitement. Et le système de contractualisation a été déterminé comme un système de métier, pas de carrière. Le contractuel n'a pas de carrière, il n'avance pas. Nous l'avons décrié, nous avons demandé la suspension et permettre l'intégration à la fonction publique de l'ensemble des contractuels de l'éducation. Alors si cette note de service a été prise, cela dit qu'il y a une volonté politique du gouvernement d'aller à la satisfaction de notre doléance. Et nous l'encourageons dans cette lancée. Alors nous, notre attente, effectivement, je le réitère, c'est le recrutement massif pour qu'en 4 ans, 5 ans, qu'on puisse finir avec l'ensemble des 52 000 et quelques contractuels que nous avons sur le terrain. Elhaji Mohamedou Suleiman, qu'est-ce qui a motivé le ministère en charge de l'éducation nationale à prendre cette décision? Il faut dire qu'avant le ministère, il y avait en amont la rencontre du président de la République avec les partenaires de l'éducation, je crois que c'est en octobre-novembre. Ensuite, en janvier, il y a un conseil des ministres qui a clairement, donc, où il a été vraiment décidé donc, d'arrêter donc, le processus. Je me souviens, le SG du ministère de l'Éducation avait dit comment il compte justement donc mettre en œuvre cette décision. D'abord, ils vont faire recours aux appelés de service civique qui seront directement engagés dans le domaine de l'éducation. Ensuite, donc, ils vont recruter au niveau donc, de l'enseignement primaire, général et même supérieur. Donc par étape, entre-temps, ils sont en train de former donc, des enseignants, par exemple. Souvenez-vous de cette décision qui consiste à dire que désormais, on va envoyer dans des écoles normales des bacheliers pour améliorer la qualité donc, de l'éducation. Il faut dire que vraiment, c'est une très bonne chose si on veut vraiment booster la qualité de l'éducation. Donc donner un statut à l'enseignant, on lui garantit même la retraite, parce que souvenez-vous, cette affaire de contraction a commencé en 2018 avec le volontariat. En 2003, on a commencé à signer des contrats. Finalement, tout cela, c'était des injections de partenaires, la Banque mondiale, qui ont amené les gens, en tout cas, à envisager des mesures qui, bon, on a pensé à un moment, tout simplement, il faut aider à augmenter le niveau d'éducation des populations. Mais en vérité, la baisse de niveau de l'éducation est passée par là. Aujourd'hui, donc, on se rend compte à l'évidence que ce n'était pas une bonne chose. Il fallait donc évoluer. Lorsque, effectivement, à l'époque, on le faisait, c'est vrai, le seul gain, c'est-à-dire qu'on a permis aux jeunes d'avoir un peu des emplois précaires. Donc aujourd'hui, je pense que les autorités se sont rendues compte qu'il faut donc sécuriser un peu la fonction enseignante, la valoriser. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, c'est ce que vous pensez. Maïmouna Diado, est-ce que ça pourrait contribuer à une bonne amélioration de la qualité de l'éducation, tel que ça a été dit dans la lettre du ministre en charge de l'éducation nationale? Oui, évidemment que ça peut contribuer à l'amélioration du secteur éducatif au Niger. La contractualisation, on devrait en finir avec ça depuis fort longtemps déjà, parce que c'est un projet, la Banque mondiale et autres. Donc maintenant, comme déjà ils ont fait le pour et le contre, ils ont vu en fait que la contractualisation, au lieu que la contractualisation aide le système éducatif, la contractualisation est en train de tirer en bas le système éducatif. Donc ça veut dire qu'il faut revaloriser le système éducatif. Il faut revaloriser les enseignants. Il faut les mettre dans les conditions. Il faut faire en sorte que ces enseignants puissent être des enseignants aguerris, des enseignants qui vont prétendre à la fin donc à une retraite paisible. Il faut toutes ces conditions. Et je pense que on ne peut que revenir à l'ancien système. L'ancien système, c'est quoi? Où les enseignants étaient formés dans les écoles normales et après 2 ans de formation, sortent déjà avec leur matricule. C'était ça avant. Mais maintenant, et il faut essayer de voir est-ce que l'État du Niger a la possibilité, dans 1 an, 2 ans,
ou 3 ans de recruter tout. Selon cette lettre, l'État envisage de fonctionnaliser par cohorte ces contractuels qui sont déjà sur le terrain. Oui, les contractuels qui sont déjà sur le terrain. Et ils sont plus de 52 000 contractuels. C'est ce que Chéri vient de dire à l'instant. Environ 80% du corps enseignant. Maintenant, il y a également ce qu'il faut étudier, parce qu'il y a ceux qui sont déjà frappés par l'âge, la limite d'âge, les 45 ans. Donc, oui, dans la loi en vigueur par rapport à la fonction publique. Donc il faut réfléchir à tout cela. Comment est-ce que ces gens-là peuvent être récupérés ou bien peuvent avoir leur matricule au niveau de la fonction publique. Donc il faut essayer de voir tout ceci, et je pense que ce n'est pas uniquement au niveau de l'éducation qu'on doit arrêter la contractualisation. La contractualisation doit être au niveau de la santé, c'est envisagé, je pense bien. Et il y a d'autres secteurs aussi où on doit mettre fin à cette contractualisation si on veut réellement aller vers le développement du Niger. Merci beaucoup. Le ministère a annoncé que des dispositions appropriées sont en cours d'ores et déjà par rapport à ces préoccupations. En attendant la stabilisation et la mise en œuvre de la nouvelle option de mise à la disposition des appelés du service civique national au profit de ce secteur. Que faut-il attendre du gouvernement face à ce nouvel engagement visant à mettre fin à la contractualisation des enseignants au Niger? Je veux dire, il faut éviter de tomber dans la quadrature du cercle. Tu sais? Parce que le problème que les gens oublient, c'est le service civique qui a amené le volontariat, qui a finalement débouché sur la contractualisation, n'est-ce pas? Alors, on va abandonner la contractualisation pour venir à l'ancienne formule, service civique. Je sais de quoi je parle. Alors, les civicaires qui vont être sur le terrain, on ne sait pas, c'est pour 1 an, 2 ans. À l'époque, au départ, c'était 1 an, au tout départ. Ensuite, on a fait passer ça à 2 ans. C'est 2 ans. Oui, non, à l'époque, actuellement, quand ça avait été institué, quand ça avait été institué par contre, c'était 1 an. En fait, à l'heure actuelle, c'est 2 ans. Oui, moi, je sais à quel moment on a mis ça sur 2 ans. Ensuite, quand il y a eu une massification des civicaires, ils ont dit, ils ont inventé l'autre formule, volontariat. N'est-ce pas? Il y avait déjà la massification qui était là. Alors, ils avaient demandé à tous ces civicaires-là, après 2 ans, qui voulaient rester quand même, après 2 ans d'enseignement ou dans un autre domaine, on te dit, bon, ou tu fais volontariat, ou tu vas aller te chercher. Tu as perdu 2 ans. On revient encore à la même formule, le même circuit. Que va-t-on faire de ces civicaires au bout de 2 ans? Parce qu'on dit qu'on va supprimer le volontariat. Et pas le volontariat, plutôt la contractualisation. Déjà qu'on a supprimé le volontariat pour mettre en place la contractualisation, est-ce que l'État a la capacité d'absorber tous ces civicaires-là, comme ça se faisait à l'époque, quand vous finissez la formation à l'université ou dans c'est directement, on vous en vous faites juste parce que vous devez faire ça, il y a l'engagement décennal et tout, et vous êtes envoyé au niveau d'un service et vous allez être régularisé. Le gouvernement a d'ailleurs prévu 45 jours de formation pour ces appelés tout ça. Mais je sais de quoi je parle. Avant d'aller sur le terrain. Alors, il ne faut pas qu'on retombe dans les mêmes travers. Parce que retourner au système de volontariat, et pas de volontariat, de service civique, mais il faut aussi réfléchir. Ces civicaires-là, après, ils vont devenir quoi? On va les mettre dans la rue, parce que dans tous les cas, même quand tu as un recrutement, il y a déjà à hauteur 80% des gens qui sont sur le terrain aujourd'hui, c'est des volontaires, c'est des contractuels. Ça veut dire que certains appelés du service civique pourraient avoir ce désir de rester dans l'enseignement. Ça veut dire que c'est une grande problématique. Mais tu ne peux pas continuer à faire service civique. Quelle proposition par rapport à ça? Moi, je n'ai pas de proposition précise. Je veux dire qu'il faut éviter simplement de tomber dans les travers. Le SIG du ministère de l'Éducation, s'il m'entend, il sait de quoi je parle. S'il m'entend, Zaidan Mohamed, il sait de quoi je parle. Parce que c'est les mêmes erreurs qui ont fait qu'on est dans cette situation-là, où on est capable d'absorber. Mais considérez que, parce que celui qui va faire service civique, au bout de 2 ans là, mais qu'est-ce qui prouve qu'il va rester 2 ans faire service civique quand il a une autre opportunité d'emploi, sans qu'il n'ait la garantie qu'au bout de 2 ans là, il peut trouver un job.
C'est ça le danger. Il ne faut pas blaguer. Parce que quand on affecte les gens, c'est des difficultés à quitter Niamey et parfois ça crée des difficultés. Donc vous appelez à la vigilance au niveau... il faut réfléchir à tout ça. Moi, je demande à ce qu'il y ait une réflexion profonde par rapport à ces questions-là. Merci beaucoup. Ce n'est pas forcément l'enseignement ou la santé. On peut créer des conditions pour que les jeunes qui finissent là, qu'ils puissent se lancer eux-mêmes. Avec des accompagnements possibles. Pas forcément l'administration publique. C'est pas forcément. C'est dans ce pays seulement où les gens, l'entrepreneuriat, où les gens... Merci beaucoup, Seynissa. C'est donc des inquiétudes par rapport à cette réforme légitime, il dit bien. Merci beaucoup. Terminons le forum de la presse de ce soir avec le 7e art. Et c'est pour parler de cette rencontre d'échange entre l'Association du cinéma et de l'audiovisuel du Nigeria et l'Association des producteurs et contenus audiovisuels du Niger. C'était en marge de la foire des industries culturelles du Niger qui s'est tenue du 17 au 22 mai à Niamey. Une foire à laquelle ont participé des entrepreneurs et des experts venus notamment du Nigeria, du Togo et de la France. Moussa Hamidou Djengarey, producteur et réalisateur nigérien, explique l'objectif principal visé à travers cette rencontre. Nous l'écoutons au micro de Mamanada. L'objectif de cette rencontre, d'abord, c'est de se faire connaître pour pouvoir voir dans quelles possibilités on peut collaborer entre le Niger et le Nigeria dans le cadre de la production et de la coproduction entre les pays du Sud. Donc, ça veut dire Niger, Nigeria. Leur attente, c'est vraiment de collaborer avec les réalisateurs du Niger et aider les réalisateurs à produire facilement les œuvres comme eux le font. Nous, au Niger, c'est vrai, nous avons beaucoup de difficultés dans le cadre de la production. Nos attentes, c'est en premier lieu la formation, faciliter des voyages d'études, des voyages de formation des producteurs parce que eux ils tournent presque chaque jour, ils sont en production au Nigeria. Et nous, c'est au moins 1 ou 2 productions chaque 2 ou 3 ans. Donc du coup, le fait de pouvoir permettre à nos techniciens et membres de l'association d'assister à ces tournages là-bas au Nigeria, ça va les renforcer et ils vont revenir étoffés pour pouvoir produire des films. Et là, j'ai Mohamedou Suleiman. Quels sont les enjeux d'un tel partenariat entre le Niger et le Nigeria dans le domaine du cinéma? Je pense que c'est une très bonne chose pour la coopération sud-sud et notamment nos cinéastes ont beaucoup à apprendre, à tirer beaucoup en tout cas du Nigeria qui est une vraie industrie, il l'a dit. Aujourd'hui au Nigeria, en tout cas, beaucoup de jeunes se débrouillent, en tout cas, vivent de cette industrie du cinéma. C'est donc une grande industrie du cinéma, connue sous le nom de Nollywood. Nous sommes des consommateurs, en tout cas ici au Niger, on est des consommateurs. Nos télévisions diffusent beaucoup les productions du Nigeria. Notamment par exemple, aussi, absolument, aussi au Ghana, il y a Ghaniwood. Il y a donc en réalité aujourd'hui, je pense que c'est une très bonne approche, l'approche industrie que les nôtres comprennent. Il a dit tout à l'heure, Djengarey disait que pendant que là-bas tous les gens produisent, tous les gens, c'est dans 3 ans que vous voyez quoi l'écart. Pour dire que franchement c'est une très bonne chose, partager les expériences, mais surtout tirer l'expérience là où véritablement les gens en ont franchement fait de ça une industrie où vraiment il tire. Aujourd'hui, il faut dire, on a beaucoup d'espoir, en tout cas le cinéma nigérien, de plus en plus, on voit effectivement quelques personnes qui se détachent de l'eau. Donc on pense que c'est une très bonne chose, donc vivement qu'ils puissent profiter en tout cas de cette opportunité avec notre grand voisin. Il y a donc de l'espoir dans le domaine cinématographique. Maïmouna Diado, comment renforcer ce partenariat entre le Niger et le Nigeria dans le domaine cinématographique? Comment renforcer le partenariat? Il vient déjà de commencer. C'est à travers les formations, les colloques, les séminaires et tout. Je pense que le Niger n'a rien à perdre par rapport à cette initiative d'envoyer certains cinéastes vers le Nigeria pour pouvoir mieux apprendre et également envoyer, pourquoi pas, pour d'autres expériences. Parce qu'il faut toujours regarder le côté positif. Aujourd'hui, le Niger, il y a des jeunes
qui sont inspirés, qui veulent faire le cinéma, mais qui n'ont pas les moyens de faire le cinéma. Il y a d'autres qui ont les moyens, mais qui ne connaissent pas, en fait, comment est-ce qu'il faut appréhender, rentrer dans ce secteur. Donc, je pense que c'est une industrie. Le Nigeria est vraiment une grande industrie de cinéma et en permettant à ces jeunes de rencontrer les jeunes du Nigeria et les amateurs également de ce cinéma, je pense que c'est vraiment bien. C'est vraiment bien d'échanger entre les expériences, de se donner des expériences entre les expériences du Niger et les expériences du Nigeria. Et je pense que ça peut aller déjà qu'on a des jeunes qui sont déjà de l'autre côté au Nigeria et qui apparemment se sont mis à faire les films d'Andel Soyala et puis ça marche bien, vous les voyez. Donc, surtout qu'il y a une langue qu'on a en commun, la langue Hausa. Donc ça veut dire qu'on a également quelques coutumes en commun et c'est déjà bon. Moi, je pense que vraiment, il faut que les Nigériens foncent, il faut que les acteurs du cinéma foncent et il faut renouer également et essayer de voir, d'élargir également vers d'autres pays, pourquoi pas le Ghana aussi, qui est également une industrie de cinéma. Il faut élargir les champs, en tout cas, pour permettre à ces jeunes de découvrir d'autres horizons. Ça veut dire que les autorités doivent accompagner. C'est ça, les autorités doivent accompagner parce qu'au Nigeria, si ça a réussi, c'est parce que les autorités ont accompagné ces jeunes dans l'industrie du cinéma au Nigeria. Mais pourquoi pas au Niger? On donne la possibilité de dire à ces jeunes que voilà, vous avez une porte qui est là, vous pouvez aller taper à cette porte et votre problème sera résolu. Mais je pense que c'est toujours fermé. Les portes sont toujours fermées parce que nos maisons ne peuvent pas créer, en tout cas, comme les maisons sont en train de créer, en tout cas au niveau donc, du Nigeria. Il faut donner la possibilité, comme je l'ai dit, le président de la République avait pris l'initiative d'accompagner le ballon rond au Niger, le foot. Même le cinéma. Donc, ça veut récemment, dire que il y a eu une enveloppe, par exemple, d'1 milliard de francs CFA pour aider à contribuer à la production cinématographique. Ceux qui sont en train de faire le cinéma, ce sont eux qui sont concernés et il faut les écouter pour savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils désirent. Parce que le président de la République, il faut le rappeler, était content de plusieurs prix qui avaient été donc remportés par des cinéastes nigériens. Ousseinissa, pour terminer, quel est l'intérêt pour le gouvernement d'aider le cinéma nigérien? Oui, c'est vrai. Il y avait, on se rappelle, de Omar Ganda, le Nigeria, tous ces pays-là, Inoussa Ousseini. Nous avons commencé avant le Nigeria. En réalité, les gens oublient les choses. Le théâtre radiophonique ou le théâtre qu'on faisait, qu'on passait les dimanches avant que la télé ne se développe, que les hymnes d'Amadama, que les, comment on appelle, Karadi Kiaché et tout. On pouvait transformer ça en film. Non, mais parce que... Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a manqué? C'était avec les chefs Koutkouli, avec, comment il s'appelle, Yajidogo, tout ça, avec le troupe. Mais ils avaient fait beaucoup de choses. Un livre ils avaient fait beaucoup de choses qu'on pouvait mettre ça en film, sous forme de film et puis vendre. Mais il n'y a pas eu l'accompagnement nécessaire, on a abandonné. Ces acteurs-là, ils le faisaient de manière vraiment... C'était la passion et tout. C'était une grande passion pour eux. Si ça a marché au Nigeria et dans tous les autres pays, si ça a marché, c'est parce qu'il y a des promoteurs culturels dans le domaine du cinéma, pas forcément l'État. Des gens qui ont l'argent, qui se disent, je vais investir dans ça. Parce que je sais que ça peut me rapporter. Mais dans quel secteur nous avons des promoteurs ici? Il n'y en a pas. Les jeunes, tout le monde attend. Mais pourquoi il n'y en a pas aussi? Mais il n'y en a pas parce que les gens craignent de prendre des risques. Ils ne veulent pas prendre des risques. Dans les autres pays, si au Niger, ce n'est pas l'État nigérian qui est en train d'enlever l'argent pour donner, c'est des gens qui ont de l'argent, qui estiment qu'ils peuvent multiplier leur argent en s'intéressant à ce secteur-là. Mais nous, il y a qui? Quand tu n'auras pas des gens qui sont intéressés, qui ont de l'argent, qui savent qu'ils peuvent mettre l'argent dans le secteur, il ne faut pas s'attendre à un miracle. Parce que là-bas même, c'est des gens qui ont de l'argent, qui pensent qu'ils peuvent mettre l'argent pour chercher l'argent à travers la production cinématographique. Oui, c'est vrai, quand on investit dans le cinéma, on peut beaucoup gagner, mais beaucoup n'ont pas encore compris cela. Est-ce que les gens s'intéressent à ces domaines-là? Je préfère, les gens, il a l'argent, il a une partie en banque, il a une boutique. Oui, il fait autre chose, il a quelques... Ils ne mettent pas l'argent parce qu'ils se disent que c'est risqué. Parce que ce n'est pas évident que ça rapporte instantanément.
Merci beaucoup. On vous a bien compris. Vous lancez un appel à l'État, mais pas seulement à l'État. Nous avons des personnes qui ont des ressources financières importantes, des opérateurs économiques, par exemple. C'est bien cela, qui peuvent accompagner le cinéma. Ils doivent le faire. Ça va beaucoup contribuer à l'essor du cinéma nigérien, qui, il faut le rappeler, a connu des moments historiques très importants. Merci à vous, chers auditeurs et téléspectateurs des programmes du Studio Kalangu. Nous sommes au thème de ce forum de la presse de ce soir. Merci à nos invités, Alhaji Mohamedou Suleiman du journal en ligne Niger Inter, Maïmoune Diado, journaliste indépendante, et Hussein Issa, journaliste indépendant également. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à nos 52 radios partenaires ainsi qu'aux 7 télévisions partenaires qui relaient les programmes du studio Kalangu. À la modération de ce forum de la presse, je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Amina Hassan et Seyni Isaka. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.